Bonjour à tous. Alors, je suis très émue d'être parmi vous aujourd'hui. Et quand j'ai préparé mon discours, je ne savais pas comment faire l'introduction. Et je ne savais pas si j'avais suffisamment préparé. Et puis, tout d'un coup, c'est venu, j'ai dit non, mais en fait, ce discours, ça fait 3 ans que je le fais. Et en fait, j'espère que c'est la dernière fois. Parce qu'en fait, c'est maintenant qu'il faut lancer l'économie. On peut relancer l'économie avec le numérique et l'intelligence artificielle, et j'espère avec vous. Donc disons que ce jour, c'est le jour du dernier discours, et que c'est le jour du passage à l'action. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les 20 dernières années, un équilibre s'est établi entre l'Amérique et la Chine, qui aujourd'hui ont pris la tête de la course aux technologies numériques et qui ont réussi à enclencher un cercle vertueux dans lequel les meilleures entreprises attirent les meilleurs talents et les financements. Et ce qui rend ces entreprises encore plus fortes. Alors bien sûr, on connaît les GAFA, Microsoft, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, ou encore Huawei, ByteDance, et tous les écosystèmes qui gravitent autour. Donc aujourd'hui, on a des filières régionales qui se structurent autour de ces deux pôles, la côte ouest des États-Unis et la côte est de la Chine. On parle de vraies choses, hein. Le montant des investissements de venture capital dans l'intelligence artificielle, en fait, ils se partagent. 2 tiers vont dans les États-Unis, 21% va en Chine et 3% dans l'Union européenne. Sur les 51 licornes qui ont donc une valeur de plus d'1 milliard de dollars, 54 sont américaines, 54%, pardon, 24% sont chinoises et on a une seule licorne européenne. Et en fait, quand on réfléchit à la dynamique de cette carte, on se dit que finalement la Chine s'en sort bien, parce que la Chine était leader mondial au XIXe siècle avec 1/3 du PIB mondial. La Chine a raté le virage de la deuxième révolution industrielle et bien pris celui de la révolution du numérique. Ne laissons pas l'Europe suivre le même chemin au XXIe siècle. Alors, commençons par voir l'état des forces en présence. Donc aujourd'hui, la France, qui est un des poids lourds de l'Europe, est pas mal positionnée, avec un certain nombre d'actifs intéressants. On a fait une étude MEDEF en 2019 pour mesurer la maturité relative de la France par rapport aux autres pays. Et en fait, c'est vrai que la France, il faut s'en féliciter, a un certain nombre de points forts, et je pense que vous en êtes aussi les témoins. D'abord, la qualité de la formation des talents digitaux, l'excellence des formations, ça ne reviendra pas dessus. Tout ce qui est fait en matière d'incitation à la recherche, parce qu'il y a quand même 20% de la R&D des entreprises qui est supportée indirectement par le gouvernement grâce aux incitations. Donc pour ça, on est quand même en 3e position mondiale sur notre capacité à faire. L'accès aux données publiques, et puis la puissance de nos compétences en matière de cybersécurité, où la France se défend assez bien pour un pays de notre taille, puisqu'en fait on est 8e au niveau mondial. Mais déjà en 2019, on avait repéré, et je pense que vous devez le sentir tous les jours, un déficit de talent, avec un manque de 200 000 talents digitaux d'ici 2022, et un appétit de nos talents digitaux plus marqué que dans les autres pays pour s'en aller. Et on ne parle pas du tout que des gens qui ont fait les grandes écoles, hein. C'est aussi valable pour les gens qui font du design, de la data. On a du mal à les retenir. On a aussi des capacités d'investissement limitées dans les infrastructures, notamment sur le déploiement de la 5G. C'est vrai qu'on sort tout juste d'un débat sur la valeur de le faire, alors qu'il y a déjà pas mal de géographies où la 5G est déployée.
et puis une stratégie souvent très timide sur la data, liée au fait que la RGPD est interprétée d'une manière a priori très restrictive. Donc on avait établi à l'époque 3 priorités, à savoir la constitution d'un vivier de talents, alors bien sûr des ingénieurs, mais également des techniciens, parce qu'en fait il faut avoir des gens pour faire des sites web, pour faire de la cybersécurité, et c'est ça qui permettra de donner confiance aux entreprises pour basculer dans le e-commerce par exemple. Mais également un soutien plus marqué des pouvoirs publics sur tout ce qui est investissement en matière de soutien aux entreprises télécoms pour qu'on puisse se doter de bonnes infrastructures. Donc ça, c'était 2019. Et donc en 2020, on a fait le bilan de là où en était la percée de la digitalisation de l'économie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y a une réalité chez les consommateurs. Donc aujourd'hui, il y a quand même 25% des clients des banques qui déclarent ne plus vouloir retourner dans une agence. Ce qui veut dire que pour ces clients-là, on a intérêt à avoir un bon outillage numérique pour interagir avec le client. Il y a également eu un saut considérable qui a été fait lié au confinement en matière de e-commerce, puisqu'en fait, on a vu une très grosse croissance des ventes qui d'ailleurs s'est maintenue après le déconfinement, et notamment une percée pour les plus de 61 ans qui ont franchi le pas et qui maintenant ont changé leurs habitudes de consommation. Alors, bien sûr, on va se dire, pour réussir, il faut travailler sur la base de données, et c'est vrai que les entreprises qui sont dites data-driven, tirées par la donnée, ont mieux résisté à la crise. Alors j'ai choisi ces 2 illustrations. Bien sûr, c'est des illustrations à la mode, mais elles sont aussi à la mode parce qu'elles fonctionnent bien. Tesla, aujourd'hui, est une entreprise dont on a du mal à suivre la capitalisation boursière, vu la vitesse à laquelle ça augmente chaque semaine. Mais Tesla, je pense, c'est une entreprise qui vend aujourd'hui encore des produits, qui ne vend pas que des services, et qui a réussi à révolutionner le business model de l'automobile avec de la donnée, et en vendant des centaines de milliers de véhicules. Ça n'est plus une start-up. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Tesla a réussi à unifier l'ensemble de ces données. Alors bien sûr, Tesla n'a pas de système ancien avec lesquels il faut fonctionner, mais il faut avoir en tête que Tesla a internalisé toutes les compétences et qu'ils n'ont pas pris les packages traditionnels en matière d'ERP ou en matière de gestion de CRM, et que tout est internalisé pour leur permettre d'avoir un pilotage unifié de la donnée qui vient nourrir un cercle vertueux de vente de davantage de services et de davantage de loyauté qui leur permet de financer la croissance. Starbucks, que vous connaissez également tous, a décidé de prendre le taureau par les cornes en matière de gestion de la donnée. Et alors que par le passé, ils faisaient quelques dizaines de campagnes marketing par semaine, en tapant un peu au hasard leurs clients, ils ont réussi, grâce à des techniques de micro-segmentation, à sortir plusieurs milliers d'offres personnalisées par semaine, ce qui leur permet à la fois d'augmenter la loyauté, le panier moyen, et d'engager avec leurs clients sur des stratégies de gamification pour parrainer de nouveaux clients et leur permettre d'augmenter leur part de marché. Alors bien sûr, la transformation numérique, c'est quelque chose de difficile, et il n'y a que 30% des entreprises qui réussissent à créer de la valeur aujourd'hui avec le numérique. Alors, quand on dit 30%, c'est d'ailleurs un petit peu plus complexe. En fait, il y a 44% des entreprises qui arrivent à créer de la valeur, mais cette valeur ne reste pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à faire un coup, puis après, ça ne se matérialise pas, ça ne se diffuse pas dans l'entreprise, et du coup, ça ne permet pas d'enclencher le cercle vertueux, d'arriver à aller chercher de la valeur et de pouvoir financer davantage de ressources pour monter la courbe d'expérience. Et malheureusement, 26% des entreprises n'ont pas réussi à créer de la valeur tout court, ce qui est assez désolant au vu des moyens humains qui sont mobilisés.
Alors la France n'est pas particulièrement en avance, puisque en France, 36% des industriels ont réussi à passer à l'échelle les enseignements issus de pilotes autour de l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai qu'on a quand même un saut sur lequel il conviendrait de capitaliser. Donc, on n'est pas, vous voyez dans cette planche que les entreprises françaises sont à la traîne en matière d'utilisation des données. Et c'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, c'était sans doute le bon jour. Et c'est vrai que la donnée n'est pas perçue comme quelque chose d'important ou dont on va réussir à sortir de la valeur facilement. Alors, comment faire ? C'est une tâche extrêmement complexe parce qu'en fait, on parle d'une transformation systémique. C'est-à-dire qu'il faut avoir une stratégie claire et intégrée, où en fait, on va aller chercher la valeur dans le business en faisant les investissements dans le numérique. Donc, il faut arriver à faire parler les deux, ou en tout cas avoir une gouvernance qui fonctionne. Et puis, il faut avoir à la fois les compétences clés pour faire des choses toujours de plus en plus excitantes, pour garder les gens dans une dynamique positive, et un leadership qui soutient ces jeunes générations, qui sont également des gens qu'il faut arriver à garder motivés selon des dimensions non traditionnelles. Alors, ce qu'on voit qui fonctionne, et vous l'avez vu dans mon introduction, c'est la logique d'écosystème. Il n'y a pas que la Chine et les États-Unis. Je trouve que l'exemple du Canada est un exemple intéressant. Ça a été lancé avant la crise, en 2017. Le Canada s'est dit, nous aussi, on va lancer des super clusters. Ils avaient déjà des pôles de compétitivité comme nous, et ils se sont dit, on va mettre le paquet sur un certain nombre de sujets. Et ils ont décidé d'unifier l'ensemble des politiques publiques et d'investissement autour d'un certain nombre de zones et de thèmes, en se disant, par exemple, dans la région de Montréal, on va mettre le paquet sur l'intelligence artificielle et la supply chain. On va aligner les politiques publiques, on va pousser l'université à apporter les bons talents. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dynamique vertueuse qui se met en place autour du triptyque université, R&D et intégration d'acteurs innovants, le tout soutenu par les grandes entreprises qui sont à la tête de ces consortiums. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. On a fait cette année un sondage auprès des employés français qui sont convaincus de la nécessité de transformer, qui sont très engagés, qui sont impliqués pour beaucoup dans des pilotes, mais qui craignent que les démarches menées par les entreprises soient insuffisantes, notamment en matière de formation et de conduite du changement. Donc on voit un décalage entre les attentes des employés et leur perception sur le terrain. Alors, vous avez eu ce matin l'introduction du ministre autour de ce qui était fait dans le cadre du plan de relance. C'est vrai que le plan de relance et le PIA 4 avec les 10 milliards, le plan Deep Tech avec les 2,5 milliards et le plan quantique avec le 1,8 milliard, la volonté de pousser les écosystèmes, ça va dans le bon sens, donc il y a beaucoup d'outils en place. Maintenant, pour créer la valeur, il faut arriver à faire se rencontrer l'offre et la demande. Donc il faut que les entreprises aient des choses à proposer et il faut qu'on arrive à mettre en selle toutes ces populations qui vont vouloir ou pouvoir se reconvertir pour prendre le virage du numérique. Merci.